Donc je m'appelle Marc Burnouf, je suis avec ma femme Carole, on a créé cette petite biscuiterie-là en 1990. Ça fait un bon moment, mais c'est pas si long que ça parce que le temps passe à une vitesse folle. Donc quand on a démarré dans un tout petit atelier artisanal tous les deux, dans un petit bourg à côté qui est Saint-Sauveur-le-Vicomte. On avait un minuscule atelier qui faisait quelques 10 ou 20 ou 30 mètres carrés, vous voyez, c'était vraiment l'artisanat pur, on n'avait pas de magasin, et j'allais tous les matins vendre les gâteaux sur les marchés de la région. Je faisais bien sûr Barbeville, Carteret, Port-Bail, etc. Beaucoup de marchés tous les jours. Et quand je passais ici devant, là ici il y avait une friche industrielle. Donc c'était vraiment un bâtiment complètement à l'abandon, il y avait des herbes hautes comme ça partout. Le magasin, c'était un quai de chargement, parce que c'était pas un magasin biscuit. Le magasin, il y avait un quai de chargement et déchargement de bidons à lait, parce qu'autrefois, ils travaillaient avec des bidons à lait. Et ça, c'était tel que j'ai trouvé l'usine quand je l'ai acheté en 1995. Alors le magasin, quand on a démarré, parce que attention, on était toute petite entreprise dans les démarrages, on était 4-5 personnes. C'était un peu prétentieux de vouloir acheter une usine pareille, donc il fallait tout faire à l'économie. Et là, j'avais trouvé à Cherbourg des rayonnages métalliques qui servaient à mettre des archives. Alors j'ai mis mes boîtes de gâteaux dedans, et en déménageant les rayonnages métalliques, il y avait en face des gars qui démontaient un ancien magasin Yves Rocher. Il y avait des meubles qui sortaient Je dis, mais il ne faut pas qu'ils cassent ça. Il faut que je les rachète, ces trucs. Les gars m'ont dit, on vous en fait cadeau si vous les démontez, ça nous évite du boulot. Et là, on a monté les meubles Yves Rocher, etc. Et ça a été notre magasin comme ça. Pendant 4 ans, on a travaillé comme ça. Et dans l'équipe, quand l'entreprise s'est développée un petit peu, on a eu un ouvrier qui était un ancien menuisier de marine. Alors vous savez, les menuisiers dans la marine, c'est des sacrés cracks. Il faut tout faire en arrondi, il n'y a pas d'angle, etc. Les coques sont pas droites, imaginez. Et le gars, quand il voyait mon magasin avec son rayonnage métallique, etc., il dit, écoute, c'est pas terrible. Moi, je m'ennuie un peu de ne pas faire de menuiserie. Si tu veux, je te fais la copie de la boulangerie de ton arrière-grand-père, celle que tu avais en 1903, 1910, à l'Haie du Puy, qui était l'endroit où votre maison a commencé à fabriquer des gâteaux. Ah ben j'ai dit, banco, ça va me coûter combien? Parce que c'est le problème de tout. Quand on démarre, c'est le problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et puis vous pouvez pas aller voir les banques en leur disant, reprêtez-moi, le mec il dit, mais attendez monsieur, comment ça faire tourner votre maison, hein? Et donc, il regarde tout ça, il me dit, toi, là on va mettre on va récupérer des planches à palettes, tu vois, on va faire vraiment de l'économie, et ça te coûtera dans ce temps-là 3000 francs. Et il m'a fait, on va aller la voir, la fameuse boulangerie. Là voilà. Mais on n'avait que ça. Pendant 2-3 ans, dans le magasin, on n'avait que notre boulangerie. Et toujours les rayonnages métalliques, 2 ans à peu près. Mais on trouvait ça tellement beau, on se dit on ne peut pas arrêter que ça. Alors en discutant avec ce menuisier-là, il me dit, si tu veux, qu'est-ce qui se vend bien dans ton magasin? Je lui dis, la confiserie, vente numéro 2, les bonbons. Oh, je te fais une confiserie comme une bonbonnière. Ah, puis je sais travailler le bois en arrondi, je vais te faire quelque chose de magnifique. Et il m'a fait la petite confiserie qui est là, mais qui paraît simple, mais en fin de compte qui est relativement compliquée. Alors après les samedis, par exemple, on avait les mariages. Alors souvent, on avait des mariés qui arrivaient, ils se mettaient là, assis sur le vélo, devant la vieille vitrine, où on mettait bien les gâteaux et tout en présentation, et ils faisaient leurs photos de mariage dans le magasin. C'était les temps héroïques, c'était un truc. Et petit à petit, on a fait tous les meubles, il fallait faire tirer ces vilains rayonnages métalliques. Donc là, on a fait tous les meubles, le menuisier a fait tous les meubles que vous pouvez voir ici. La cave aussi, on va aller vers la cave. Même l'habillage de la vitrine réfrigérée, c'était pas commun. Là derrière, c'est une vitrine réfrigérée, comme il y a dans tous les magasins. Et là, on voit ça, on n'a pas l'impression qu'on a une vitrine réfrigérée. Alors, beaucoup de récupération. Quand on pouvait aller chez un antiquaire, dans les dépôts ventes, dans les braderies, alors on a récupéré des trucs formidables. Ça en fait partie.
c'est une petite rumeur. Mais quand on ira dans le magasin, vous avez des centaines de boîtes de fer à gâteaux, à bonbons, des pots, des choses. Il y a une quantité énorme de décoration. Et ici, c'est là la pièce importante aussi, parce que c'est tous les produits normands, Cygne, Calvados, Pommeau, hein, et on a reconstitué un vieux cellier. Il y avait les barriques où il y avait du cidre à l'intérieur, il y avait toutes leurs bouteilles qui étaient de cidre et de calva, parce qu'ils aimaient bien ça. Et là, on a reconstitué cette vieille cave le plus possible dans le style ancien. Par exemple, toutes les poutres, je me rappelle de toutes les poutres, elles sont complètement mangées par les vers, vous voyez là. Alors, j'avais trouvé un gars qui démolissait une vieille grange, une grande grange. Alors je vais été le voir, et est-ce que dans le vieux bois de la Charpente, puisque vous allez tout casser, est-ce que vous voudriez me revendre un petit peu de ce vieux bois, parce que je ne peux pas mettre du bois neuf dans un cellier. Oh, mais si tu veux, prends, etc. Ça coûtera pas cher. Alors j'ai commencé à trier, et j'ai trié que le bois qui était vermoulu. Tous ces trucs-là, que des vieilleries de bois. Et toutes les poutres, toutes celles qui étaient trop belles, toutes droites et pas du tout abîmées, je ne les ai pas pris. Alors quand il est arrivé, il m'a dit, mais c'est quoi ce que tu prends? J'ai dit, c'est tout ça, en lui montrant tous les bois vermoulus, cassés, vieillis, comme ça. Il n'en est pas revenu, je suis certain que ça fait plus de 15 ans de ça, il pense encore à moi. Alors, une fois, j'ai eu un gars qui était complètement fou, il m'a acheté que le bois pourri, il m'a laissé tout le bon. Voilà, alors des pièces, il y en a partout, partout. Alors là, ça c'est la pièce dans laquelle c'est surtout la famille des pâtes, des baborums, des olives, des choses comme ça, hein, toutes sortes de pâtes possibles, inimaginables. Il y a, nous on appelle ça la colonne Maurice. La colonne Maurice, c'était les grandes colonnes rondes qu'il y avait à Paris pour la présentation, les publicités sur les grands boulevards. Donc ça s'appelait des colonnes Maurice. Donc on a fait une colonne Maurice pour en même temps soutenir. Tout ça, c'est les grandes ouvertures, parce que le magasin de carrelage, c'était le quai de chargement des camions. Et ici, on était, si on n'avait rien fait, on était sur le parking. Alors, on verra quand on va faire un petit tour dehors. En fin de compte, chacune des vitrines qu'on voit de dehors correspond à un thème. Là, c'est un petit bar, si on veut, et toujours avec une déco, il y a la cheminée, tout ça, c'est des trucs, des meubles comme ça, j'ai trouvé ça dans des dépôts de vente. Personne ne voulait acheter un meuble comme ça pour mettre dans sa maison, parce que le terme c'est un petit peu rococo, mais une fois monté là, mais c'est magnifique. Hein. Alors là, c'est la belle partie épicerie, là c'est comme une vieille épicerie parisienne d'autrefois, une belle prix. Donc il y a des confitures, il y a 100 et quelques sortes de confitures artisanales, produits exceptionnels. Les confitures, pour la petite histoire, c'est une jeune femme qui a près d'une quarantaine d'années, qui travaille toute seule et qui fait, je pense, 130 sortes de confitures elle toute seule ici. À peu près 130 sortes. Hein, donc voilà, tous les produits, toutes les confitures. Ma femme, Carole, avec qui j'ai créé ce magasin-là. Là maintenant, on ne fait plus que des petites mises en place, mais je vous assure que dans les débuts, c'était beaucoup de travail. Hein. Dans l'usine de fabrication, on utilise énormément de matières premières, de la poudre d'amande pour faire nos financiers, du sucre vanillé pour mettre dans les pâtes, de la noix de coco quand on fait des rochers coco, beaucoup. Eh bien, on a commencé tout doucement à reconditionner la poudre d'amande qui nous sert à faire les petits financiers. Alors comme il y a poudre d'amande et poudre d'amande, hein, et 80% de la poudre d'amande mondiale est fabriquée et produite en Amérique, aux USA, dans des sites de production très industriels. C'est des centaines de kilomètres carrés d'amandiers, mais qui sont poussés un petit peu à faire des grosses amandes. Vous voyez, c'est de la production vraiment industrielle. Et quand vous mangez un gâteau qui a été fait avec une poudre d'amande de Californie, puisque c'est ça la provenance,
c'est bon, vous goûtez l'amande, faut pas dire. Mais ça n'a rien à voir avec une poudre d'amande d'un petit producteur espagnol qui a 1, 2, 3 hectares d'amandiers, qui laisse ça pousser par l'opération du Saint-Esprit, qui n'est pas là en train d'arroser tous les pieds d'amandiers avec du fortifiant, des choses comme ça, pour faire des amandes 2 fois plus grosses que le concurrent. Et là, par exemple, toute la poudre d'amande vient d'Espagne, etc. Tous ces produits-là, les gens viennent les chercher. Ils font beaucoup de pâtisseries chez eux. Les pépites de chocolat qu'on met dans les cookies, le praliné qui nous sert à faire les Paris-Brest le dimanche matin. On fait des Paris-Brest extraordinaires le dimanche matin. Hein, eh bien, tout ça est à vendre ici. Alors là, on arrive dans une pièce qui est notre premier salon de thé, toujours fabriqué par mon fameux menuisier qui était génial, une vieille cheminée, etc. Et là, actuellement, on met beaucoup de vaisselle, des belles vaisselles. Le piano, alors le piano c'est un petit peu l'attraction. Il y a un ampli bien sûr qui renvoie le son du piano dans le magasin. C'est un piano qui fonctionne automatique. C'est extraordinaire. Donc on a sélectionné des musiques, etc. Donc c'est enregistré sur un disque dur là qui est là. Et ça l'envoie en informatique, ça l'envoie dans le piano. Et hop, vous avez une nouvelle mélodie. Et vous avez les touches qui fonctionnent en même temps. Parce que le son du piano que vous avez, c'est les touches. Technologie Yamaha. Alors là, c'est pas français, hein, c'est japonais. Alors là, c'est le nouveau salon de thé qui sert aussi en exposition et en vente, bien sûr, pour des rhums. Les rhums, il y a des quantités de rhums à vendre. Tout ça, c'est des rhums. Toute cette colonne-là centrale, ce sont des rhums. Et après, vous avez des whiskies. Beaucoup de sortes de whiskies, dont des whiskies français. Et là, maintenant, on pourra approcher du petit coin salon de thé. On l'a réduit un peu, parce que bon, les alcools ont pris une grande ampleur. Donc ça, c'est toute la partie salon de thé. Il est ouvert du mardi au dimanche. Hier, dimanche matin, c'était les petits déjeuners. Alors, il y a de l'attente, hein, parce que j'ai vu, il y avait des personnes en attente ici qui attendaient que d'autres aient fini de déjeuner, parce que la pièce n'est pas très grande. Et on peut recevoir 40, 50 personnes. Et tout le monde vient faire le petit déjeuner à la maison du biscuit, parce qu'il y a la brioche du dimanche, parce qu'il y a tout ça. Bon, méfiez-vous quand même, en saison d'été, vous aurez du mal à prendre votre petit déjeuner là. Hein. C'est pas évident. Toute la partie petite. Et puis dans le restant de la journée, ben, c'est un salon de thé. Un salon de thé où il y a du chocolat maison qui est top parce qu'on le fait à base de pépites de chocolat pur, du 100% cacao, du lait entier, bien sûr, on va pas mettre du demi-écrémé, etc. Donc on fait un chocolat maison assez extraordinaire et des thés. Alors là, les thés, c'est super beau ça. Hein, des fleurs de lune, alors c'est des appellations, on peut comprendre qu'en s'entend, il y a des odeurs, fitness ananas, fleurs de jasmin, fleurs d'oranger, la vie en rose. Alors on va regarder, avant de quitter le salon de thé, on va regarder tous les meubles. Parce que là, les meubles, il y a plein de choses comme ça dans le magasin, et là, en particulier, vous voyez, on voit les dispensing départements, c'est à tous les terroirs où il y a des noms de plantes médicinales, tout ça. C'était autrefois une pharmacie. Alors, on recherchait comment on fait un salon de thé quand même qui était grand quand même. On dit mais comment on peut l'aménager, qu'est-ce qu'on peut mettre comme mobilier? Donc on regarde sur tous les sites d'antiquaires en France et bien sûr à l'étranger, et on trouve en Écosse un antiquaire qui avait avant une pharmacie victorienne. Mais vrai, hein, pharmacie victorienne. Donc on prend contact avec l'antiquaire, il dit oui, ma pharmacie est démontée, mais elle est bien mise en valeur dans mes salles d'exposition, venez la voir, etc. Donc on se pointe en Écosse, on va voir cette pharmacie. C'était, quand on a vu ça, on a trouvé ça magnifique, des meubles comme ça, toutes sortes de meubles possibles. Et on en a encore en réserve. Hein. On dit, bon, bah, banco, on achète, vous vendez ça combien? Alors, ils vendaient ça une petite fortune. Bon. Et on lui verse un acompte pour réserver la réserve. Dans ce temps-là, c'était l'équivalent de peut-être de 15 000 € quand même. À compte de réservation, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis on lui dit, bon ben, on peut vous le laisser un petit peu, et nous on attend maintenant on voit les meubles, ça nous donne les dimensions, on avait refait des relevés,
Et on fait notre plan d'implantation, et une fois que le plan d'implantation est fait, donnez-nous un mois à peu près, hein, et dans un mois, on vous envoie 2 semis pour aller chercher les meubles. Oh, pas de problème, client anglais. Du moins, ça me décore mon magasin, je suis très content. Le temps passe, moment d'aller rechercher les meubles. Ah non, 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 les copains. Les Écossais, c'est des sacrés filous. On contacte le gars, on dit, monsieur, on va bientôt arriver, on se met d'accord, on loue 2 semis, etc. Ah ben non, non, parce que les meubles, je les ai revendus. Il dit, mais attendez, vous avez vendu les meubles, on les a payés, on a donné un acompte significatif. Ah ben oui, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a mis beaucoup plus, qui a fait surenchère. Je lui dis, ah bon? Ah mais oui, c'est Bob Dylan. Et vrai, quand on a été chez l'antiquaire, on avait les documents qu'il avait fait et signés pour prendre les meubles et puis les payer beaucoup plus cher que nous. Des gens les payés cher. Bon, on dit, c'est pas possible, on vous les a achetés, nous on a tout prévu pour. Alors donc on était voir les juges de proximité. Ah c'est génial, dans les cantons, il y a quelqu'un, un monsieur, il est juge. Il est là pour faire les petits jugements tout simples, les brouilles entre voisins, la haie, les fleurs, les poussières. Vous voyez, des trucs comme ça. On va voir le juge, document, tout ça, il dit oui, 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 pas de problème. Donc il a été voir l'antiquaire, et puis l'antiquaire a dit, bon, puisque c'est comme ça, partez avec vos meubles. Et on a réussi à charger les camions et partir avec les meubles. Au grand désespoir du fameux Bob Dylan, parce que c'était vrai en plus. Lui voulait faire avec ces meubles-là une bibliothèque. Et c'est vrai qu'il pouvait faire des éléments de bibliothèque extraordinaires. Voilà la petite histoire des meubles du salon de thé. Alors la gamme de fabrication, une partie des produits fabriqués, parce que tous les gâteaux sont fabriqués là, sur place. C'est de l'artisanat, hein. Et la particularité, c'est très propre comme fabrication, ça veut dire pas d'arôme, pas de conservateur, pas d'adjuvant, vous savez, tout ce qui est quand même un petit peu préjudiciable. Si on peut s'en passer, on s'en porte mieux. Hein. Donc, bon, il y a par exemple des cookies aux éclats de caramel, ça c'est un petit gâteau qui est excellent, on reverra après les boîtes de gâteaux dans le magasin. Des cookies caramel, des palais normands qui ressemblent à des palais bretons, mais qu'on appelle palais normands, des petits rochers coco enrobés de chocolat, des galettes grillées, ça c'est un petit sablé. C'est bête, c'était dommage, c'est que des petits cassés qu'on met dans les plateaux. C'est un petit sablé dernier né de la maison. Un gâteau qui plaît énormément, les petits sablés diamants. C'est un sablé extraordinaire, friable comme c'est pas possible, et enrobé de chocolat lait. Mais du top en chocolat. Une merveille. Les doigts de dame qui sont une meringue en forme de doigt, etc. Les petites langues de chat. Bon, ça s'appelle langue de chat, mais c'est un petit sablé qui est ovale. Et tout ça, c'est au beurre. Moi, je suis de l'Aie du Puy, un petit patelin qui est à 20 km d'ici. Et à l'Aie du Puy, il y avait quand j'étais jeune, j'ai 73 ans, donc ça fait un petit bail. Hein. Donc quand j'avais 8 ans, par exemple, que j'allais à l'école, que je passais dans le bourg de l'Aie du Puy, j'arrêtais à un magasin qui s'appelait la Maison Bleue. Et quand on passait devant la Maison Bleue, eh bien, tous les gosses, on était tous en train d'admirer les jouets qu'il y avait derrière la vitrine. Puis dans ce temps-là, vous savez, on n'était pas blasés comme maintenant. Nous, quand on avait un jouet à Noël, et encore, c'était pas des trucs terribles. Hein. Une orange? Ouais, c'était très réduit. Donc on rêvait tout le temps devant la Maison Bleue. Donc on a reproduit la Maison Bleue. Donc là, vous voyez, le magasin Mademoiselle Odilon. Mademoiselle Odilon, c'était à l'Aie du Puy, un petit bar, un petit estaminet qui était à côté du champ de foire. Donc le jour du marché, il y avait tous les paysans, qui vendaient leurs vaches, qui vendaient leurs veaux, qui vendaient leurs moutons. Ils étaient tous en train de boire le café Calva dans le bar à Mademoiselle Odilon. Et moi j'y suis allé quand j'étais gosse avec ma mobilette et les copains, on allait se prendre un petit café. D'où vient ce choix vous n'étiez pas obligé de faire toute cette décoration là? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer tous ces décors différents? C'est l'histoire un petit peu peut-être un peu longue, mais je vais essayer de faire bref. Où se trouve le salon de thé, le grand salon de thé, auparavant, dans les années 90, 95, etc., c'était un parking.
et qui était relativement profond, large et tout. Et je manquais de place et je m'étais dit, ce parking-là, il faut que je me le couvre. Je me le couvre en faisant une énorme verrière très haut, à 15 mètres. Parce que dans le Cotentin, il y a beaucoup de jours où il tombe un petit crachin ou de jours où le temps est couvert. Et pour que ça soit joli, on va faire comme un bourg, un petit bourg comme dans les films de Marcel Pagnol. Hein? Dans les films de Marcel Pagnol, on les voyait qui jouaient aux boules, il y avait toutes les vieilles vitrines, c'était vraiment le petit bourg à l'ancienne. Donc je m'étais dit, on va faire la chose suivante. À un endroit, comme ça sera un genre de sable tassé, comme dans les terrains de tennis, des gens pourront faire jouer aux boules. Comme il y a plein de vitrines, on va toutes les décorer chacune pour faire croire que c'est un petit centre-ville. S'il faut, on va même faire un petit monument au bord, dans le fond. Hein. Et on va mettre, alors, comme il y aura bien sûr un petit débit de boisson, parce que ça deviendrait notre nouveau salon de thé, ça n'aurait pas été celui qui a été fait avec les meubles pharmacie victorienne, ça aurait été dehors, comme dans une petite, on pourrait dire, place de vieille, dans les vieux films, et les gens auraient bu leur petit café, bu un jus d'orange, et ils auraient acheté des ménates, des petits oiseaux, et on aurait dressé les ménates à venir piquer des gâteaux, presque dans les soucoupes de dégustation qu'on donne aux clients. Vous auriez pris votre petit café, et vous auriez vu un petit oiseau, pas sauvage du tout, qui se pose et qui vient vous chiner de 3 petits morceaux de gâteau, comme on voit à certains endroits. Alors ça aurait été extraordinaire. Et j'avais un copain qui était décorateur, qui m'aidait dans la décoration du magasin. Ah, il me dit, ton idée elle est bonne, mais ça va pas se voir de la route. Il est presque pas. Il me dit, écoute, ton idée de vitrine, elle est super, mais réfléchis à mettre tes vitrines le long de la route, pour que les voitures, quand elles passent, elles percutent aussitôt et qu'elles freinent. Que tu vois presque des traînées de frein sur le bitume. Alors là, ça marchera. Et c'est comme ça que ça a été fait. C'est le coin préparation du salon de thé qui sert à faire les cafés et les chocolats. Et puis on se met dans ce petit coin-là, au moins 2 fois, 3 fois dans la matinée, et on se prend nos petits cafés en douce, là, et tranquille. On se détend. Vous voulez en goûter une? Je peux que je vous montre. Ma galette grillée. Là, je prends un risque phénoménal. Je vous une boîte. Imaginez que dans la boîte, c'est déjà 3/4 vide. Hein? Non. Alors, ça. Je l'adore. Beau. Ah bah c'est gentil, oui, moi j'aimerais bien goûter, merci. Ça c'est la galette grillée, le dernier né. C'est un gâteau que je faisais dans l'ancienne usine qui était, parce que mon papa était biscuitier. Il avait une toute petite biscuiterie artisanale, beaucoup plus petite que celle-là. Et un jour on s'est associé avec un gros groupe industriel national, dans l'espoir de pouvoir aider le développement de la biscuiterie. Et ce groupe-là, par des systèmes d'augmentation de capital, etc., est devenu petit à petit le propriétaire total de la biscuiterie. Et moi, mon père avait disparu, heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas vu ça. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'en aille. Donc je suis parti. Et comme j'avais une petite idée de faire quelque chose, c'est là que je me suis dit, je me crée une petite biscuiterie qui s'appellera la Maison du Biscuit. Voilà. Et là, c'est en 1990. Et voilà. C'est beau ça. C'est beau, mais bon. Un petit dernier. Oh, on vient de déjeuner. Ouais. C'est vrai? Merci. On va dire plus d'eau. Vous pouvez manger le sac des médicaments. Alors, vous voyez, ici, tout est au beurre. Ça, c'est toujours les petits clins d'œil, et puis toujours des forts comme sur couf.
avec les biscuits Burnouf. Fort comme Surcouf ou c'est fort comme Burnouf? N'est-ce pas, monsieur? Exactement. Alors ça, là, il faut quand même la santé. Hein. Quand Ah il oui, faudrait oui. réapprovisionner le magasin. Hier, on a eu à peu près 7000 personnes. Hein. Un peu de choses près, à 200-300 près. Hein. Mais 7000 personnes qui prennent 2-3 boîtes de gâteaux ou 2 paniers de boîtes de gâteaux et de tous les produits, ouais, ça fait un sacré trou dans le magasin le lendemain matin. Il va tellement apprécier les petits gâteaux, vous n'allez pas le revoir. Hein, il va vouloir rester ici. Vous connaissiez notre petite biscuiterie? Oh oui, oui, assez souvent. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, si vous aimez le chocolat lait, moi je goûterais le sablé diamant enrobé chocolat lait. Excusez-moi, monsieur, vous avez pas fait aussi des petits grillés mais avec de la noix de coco? Si, on a... Il y en a encore. Là, ouais, là. Prenez-en un dans la boîte, c'est trop bon. Vous connaissiez la biscuiterie? Non. Et vous prenez 4 boîtes de gâteau quand même. Là, vous vivez dangereusement, là. Qu'est-ce que vous avez pas goûté? Aimez-vous le chocolat au lait? Goûtez-moi ça. Ça, c'est le gâteau, petit four financier. Goûtez un petit gâteau en entrant obligatoire. Ah, c'est obligatoirement. Il y a 35 minutes, ils étaient encore dans le four en train de cuire. Elle n'a pas réussi, la dame. Ah non, mais allez-y. Donc, ils sont 1 heure d'âge. Tous les petits fours qui sont dans le magasin, c'est moins d'1 heure d'âge. Ah, peut-être de passage. Ça, c'est 1 heure et demie. C'est tout seul. Pour notre site internet. Il y a 40 personnes. Plus de Madeleine. Il n'y avait plus de madeleine, donc on était à 7. Il fallait redémarrer absolument ce matin de bonne heure. Donc on a redémarré à 4 heures pour alimenter le magasin, sinon vous seriez arrivé là. Il y avait que la moitié. Voilà. Moi, le petit savon, je peux pas y aller si vous voulez. On va appeler ça anecdote sur le parcours de biscuitier qui s'est pas fait si facilement que ça. Quand j'étais gosse, j'étais passionné par le bricolage. J'étais toujours dans un petit coin de chez mon père où il y avait un petit établi, un étau. J'étais toujours en train de bricoler des trucs, mon vélo, et des fois le vélo il fonctionnait moins bien après avoir été bricolé, mais j'adorais. Ça passait mon temps. Et quand j'ai eu à peu près 17 ans, j'avais fait déjà mon apprentissage de pâtissier, parce que dans notre famille, on ne choisit pas ce qu'on fait comme métier. Mon père, un jour, m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, j'ai dit, moi, je voudrais être dans la mécanique de précision. Ah, on dit pas question. Je te posais la question comme ça pour savoir, mais tu feras pâtissier d'abord, tu vas apprendre, je vais te faire un CAP de pâtissier, et chez un de mes anciens amis pâtissiers avec lequel j'ai travaillé quand j'étais jeune, quelqu'un que je connais pour sa valeur, et puis après, tu prendras ma suite dans la biscuiterie. Et un jour, comme ça, j'avais 14 ans, tout pile. Je veux voir ma mère qui prépare un petit sac de voyage, qui tout ça. Oh, je dis ça sent le roustil, il va se passer quelque chose. Et effectivement, mon père m'a dit, tu montes dans la voiture, je t'emmène, je t'ai signé un contrat d'apprentissage, je t'en ai signé pour 3 ans, mais quand tu vas sortir et que tu auras fini tes 3 ans, tu seras un vrai pâtissier. Je dis, mais papa, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Discute pas. Et il m'a emmené chez son ami pâtissier, et j'ai fait 3 ans d'apprentissage, en apprenant vraiment beaucoup de choses. Ça, quand même, ça aide pour être biscuitier plus tard. Et après, pour la petite histoire du biscuit, j'avais appris un petit peu de recul avec mes parents, parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment trop omnibilés par le fait d'être biscuitier. Donc je travaillais dans la mécanique, je travaillais dans des choses comme ça. Et un jour, mon père est tombé très gravement malade, mais vraiment à un point total. Donc la petite biscuiterie, qui était minuscule, il y avait 4 ouvriers, elle était complètement fermée. Alors quand un petit artisan dans les années 70 est fermé, qui a plus du tout de chiffre d'affaires, qui a plus de... Mais c'était la misère noire. Mes parents n'avaient... Ma mère qui était là, qui est restée pendant que mon père était grabataire, ma mère n'avait pas un sou. Ils avaient une petite caravane, ils avaient vendu la caravane. Et la caravane vendue, au bout d'un certain temps, l'argent de la caravane, ben, il avait été embeurré en nourriture et elle avait emprunté au notaire. Et puis après le notaire, ben, il dit, maintenant, je ne peux pas vous prêter de l'argent comme ça. Elle avait emprunté au meilleur ami de mon père, qui était son ami de régiment. Il y a des trucs comme ça. On était en train de s'enfoncer dans un puits sans fin. Donc ma mère me téléphone,
Et elle me dit, écoute, faut que tu reviennes parce que si ça continue comme ça, tout va partir, la maison va être vendue, tout. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Alors je suis revenu, et c'est comme ça qu'à 20 ans et demi à peu près, hein, j'ai repris la petite biscuiterie de mon père. J'ai commencé à redémarrer tout doucement. C'était un petit peu olé olé, ça veut dire les gars venaient travailler 2 jours, on fabriquait des gâteaux, ils repartaient, je les payais ce qu'on appelle en black. Et puis moi j'emballais les gâteaux avec ma mère. Une fois que les gâteaux emballés, vendus, les gars venaient refaire 1, 2 ou 3 jours de travail, les 4 ouvriers, etc. Mais ça a fonctionné. L'entreprise est repartie et c'est comme ça que je me suis trouvé rentré dans le biscuit, un petit peu par la force des choses. Puis en fin de compte j'ai pris goût. C'est un métier passionnant, vous l'avez bien vu. Moi je suis passionné par mon boulot. Hein. Le matin, je travaille 7 jours sur 7. J'ai 73 ans. Mais je travaille 7 jours, je ne fais pas beaucoup d'heures par jour. Je commence à 5 heures le matin et je suis parti pour 9h30, 10h. Mais sur 7 jours, ça fait quand même 35 heures. Et je vous assure que des fois, le bonhomme, il est un peu fatigué. Mais lorsque je me couche le soir et que je pense à ma journée du lendemain, je m'endors avec le sourire. Ah oui, je suis heureux. Je dis, bon, demain. Alors, en plus, mon fils travaille avec moi. C'est lui qui fait tourner le grand atelier biscuits. Donc moi, je m'occupe avec ma femme maintenant que du magasin. Alors quand je vois ce gosse qui a 30 ans, qui fait tourner magnifiquement bien l'entreprise, parce qu'il a fait sa formation de pâtissier, il a fait la même chose que moi, mais lui, de bon cœur. Ah, lui, il voulait. Il voyait faire papa, il voulait être pâtissier. Donc il a fait ça. Donc revenons à moi, à la sortie de mon CAP de pâtissier. J'avais 17 ans et des poussières, pas beaucoup plus. Et puis j'avais du temps à récupérer quand même, et j'allais bricoler chez un forgeron. Il s'appelait Clément, le forgeron. Mais un forgeron qui travaillait vraiment à l'ancienne. Tout était fait à la main. Enfin, il fabriquait ses mèches. Pour percer le métal, il fabriquait à la forge ses forêts. Pas hélicoïdales, c'était des forêts. Moi, je les ai gardées, tout ça. Donc il m'a appris énormément de choses sur la forge. Fabriquer une hache, on partait, on allait à la casse, auto, et on achetait une grosse lame de ressort de camion, par exemple. Hein, et on détaillait la lame de ressort en certaines longueurs, et puis on les travaillait à la forge, etc. On les travaillait, on les retrempait, et pas avec n'importe quoi en trempe, hein, parce que c'était pas de l'eau, c'était pas de l'huile non plus, parce que ça faisait des trempes trop cassantes, etc. Donc il avait toutes ces petites recettes de trempe, et on fabriquait comme ça. Et un jour, il y avait quelqu'un qui dit « Oh, j'ai cassé ma 4 chevaux Renault, je vais la mettre à la ferraille. » Alors, moi j'écoute ça, mais je dis « Mais montre-moi là quand même. » Alors il avait fait un tonneau, le gars. Donc le pavillon, le toit tombait au niveau du volant. On ne pouvait pas rouler comme ça. Hein. Alors, j'ai récupéré la 4 chevaux, et pendant près d'1 an, jusqu'à mon âge de 18 ans, avec mon vieil ami forgeron, mais qui avait tellement de savoir-faire qu'il faisait de la tôlerie, chose qu'il avait quasiment jamais fait de sa vie. Mais et on a retapé la 4 chevaux, on a fait une 4 chevaux absolument magnifique, et c'était ma première voiture. Donc vous voyez, le truc, pourquoi je m'étais intéressé à ça. La forge, moi, c'était une passion. Passionnant, c'est un métier magnifique. Voilà.